ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Marion. Salut Justine. Comment tu vas ? Super. Écoute, je suis très contente qu'on ait cet échange toutes les deux. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui dans le podcast. Moi, je te connais depuis un petit moment. Je pense aussi que beaucoup de personnes te connaissent, des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Mais pour les personnes qui viennent d'arriver, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Marion. Je suis copywriter depuis 4 ans à mon compte. Et je suis spécialisée dans l'emailing, donc newsletter, page de vente, mail de vente également, séquence de bienvenue, voilà, tout ce qui tourne autour de l'emailing. Trop bien, et c'est donc notre sujet du jour, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie que tu puisses nous guider, nous donner un max de valeur et tes meilleurs conseils pour que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent puissent créer une newsletter mémorable pour leur business. Et du coup, la question qui nous brûle les lèvres, j'en suis certaine, c'est pourquoi est-ce que c'est vraiment important d'avoir une newsletter pour son business ? Alors, je vais raisonner en 3 étapes. En fait, quand tu as un produit à vendre, tu passes par 3 étapes. La première étape, c'est l'acquisition. Donc, ça peut être te rendre visible sur les réseaux sociaux, par exemple, ou participer à des réseaux physiques. Voilà, tout ce que tu peux mettre en place au niveau de l'acquisition et qui t'amène des résultats. La deuxième étape, c'est l'étape, on va appeler ça nurturing, mais ça va être la création du lien avec ton audience. La troisième étape, c'est la conversion. Ok. Si tu as un super système d'acquisition et un super système de conversion, mais qu'au milieu, tu n'as rien pour entretenir le lien avec ton audience, et tu vas avoir un gros trou dans ta raquette et tu vas passer à côté de pas mal de ventes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces 3 étapes de façon équilibrée et que tu aies un système simple qui va de l'étape 1 de l'acquisition à l'étape 3, la conversion, en passant par la création d'un lien. Okay. La création du lien, ça va te permettre d'échanger avec ton audience, par exemple sur Insta, sur LinkedIn, d'échanger avec ton audience qui aime ce que tu publies mais qui n'est pas forcément prête à passer à l'achat. Ça va te permettre aussi de garder du lien avec des prospects avec lesquels tu as échangé, qui vont hésiter, qui n'ont peut-être pas le budget tout de suite. Ces gens-là, admettons, tu leur fais une proposition, ils vont avoir une idée du coût de ta presta, de ton offre. Ils le gardent en tête, ils ne sont pas prêts tout de suite. Mais si tu restes présent à leur esprit, ils vont penser à toi le jour où ils seront prêts. Par rapport à ça, j'aimerais aussi ajouter que c'est, en mon sens, hyper important de ne pas dépendre uniquement des réseaux sociaux. Ouais. Parce que quand on a une newsletter, eh bien, c'est notre propre canal qui nous appartient, au même titre qu'un blog ou qu'une chaîne YouTube ou qu'Instagram. Le but du jeu n'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout que du jour au lendemain, on peut se faire squeezer son compte sur Instagram. Ça arrivait à de nombreuses personnes en 2022. Ça risque encore d'arriver cette année. Du coup, l'objectif d'avoir une newsletter, c'est de pouvoir capturer en fait les informations les plus importantes de la personne avec qui on rêverait de pouvoir travailler pour qu'en cas de suppression d'un autre canal, eh bien, il puisse quand même y avoir ce lien. C'est exactement ça. Ouais. La newsletter, elle va être là pour créer du lien, comme je le disais tout à l'heure. Elle est là aussi pour sécuriser ta com. En fait, dès l'instant où tu arrives à récupérer les adresses mail des gens qui te suivent, ta com est sécurisée parce que ta base de données, elle t'appartient. Les adresses mail, tu les connais. Si du jour au lendemain, ton compte Insta est banni, je sais pas, tu te fais pirater ton compte sur les réseaux sociaux, tu n'as plus aucun accès à ton audience. Alors, mais si tu as une newsletter en parallèle, tu ne perds pas ta com. Tu ne repars pas de zéro derrière.
tout à fait. Du coup, alors maintenant qu'on a compris l'importance d'avoir une newsletter, ma deuxième question, c'est comment est-ce qu'on définit la stratégie de sa newsletter? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un plus ou quelque chose de suffisamment attrayant pour qu'on ait envie de s'inscrire à cette newsletter. Ce qui va donner envie aux gens de s'abonner à ta newsletter, c'est effectivement qu'est-ce qu'ils vont apprendre de plus Mmh. que sur ta com, que quand tu communiques sur les réseaux sociaux, pardon. Donc là, tu vas avoir un petit travail à faire autour de ce qu'on appelle ta proposition de valeur. C'est un OK. peu comme quand tu construis ton offre, tu as aussi une proposition de valeur. Donc c'est moi, la phrase que j'aime bien donner, c'est ma newsletter, c'est l'endroit où telle Mmh. audience va apprendre telle chose pour faire telle chose. OK. Il est possible que cette proposition de valeur, tu ne l'aies pas tout de suite parce que tu as besoin de faire tes tests. Ça peut être un support que tu n'as jamais utilisé. Alors, je dis tu en général, hein, toi, Mmh. Justine, je sais que tu l'utilises. Mais dans ces cas-là, moi, je recommande toujours de ne pas se bloquer par ça en disant il me faut ma proposition de valeur avant de commencer ma newsletter, il me faut absolument Mmh. ça, parce que finalement, tu vas te mettre des blocages. Euh, Si tu n'as jamais fait de newsletter, moi, ce que je conseille de faire, c'est envoie ta première et vois comment ça réagit. Et Mmh. ensuite, tu vas ajuster. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ma newsletter, je l'ai commencée il y a 4 ans, le jour où j'ai créé ma boîte. Et je voulais absolument prendre le rythme d'écrire comme ça régulièrement et d'ajuster au fur et à mesure. Je savais que le résultat ne pouvait pas être parfait dès le début Mmh. et que j'allais être obligée de passer par cette phase de test. Et donc j'ai accepté. J'ai accepté que des fois, ma newsletter, elle serait pas terrible, OK. mais que c'était la seule solution pour que j'arrive à un résultat pertinent pour moi. Donc ma proposition de valeur, je l'ai construite en marchant. OK. Et ça a très bien fonctionné. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et ma newsletter, c'est aussi mon laboratoire pour les newsletters de mes clients. Quand je Mmh. travaille pour mes clients, en fait, je vais aussi tester, moi, sur ma newsletter, ce qui fonctionne. Et donc, tout ce que j'apporte à mes clients, je le vérifie moi de mon côté. OK. Est-ce que, on lui donne un petit nom à cette newsletter? Est-ce que c'est réellement important ou est-ce que c'est quelque chose, qui fait juste joli? En théorie, c'est bien d'avoir un petit nom Mmh. pour ta newsletter parce que ça va te permettre dans ta com de pouvoir construire une com autour de ta newsletter. Tu vois, c'est comme ton offre. Quand tu as un nom d'offre, c'est plus facile, je trouve, de communiquer derrière parce que tu as un nom à poser et tu dis, bah voilà, Mova, c'est ça, 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 et tu Oui. peux détailler ton programme. Pour la newsletter, c'est pas mal, notamment quand tu veux inciter les gens à s'abonner. Tu vas dire, bah, abonnez-vous à 1,25 par exemple, si je Mmh. reprends la newsletter de Pauline Sarda. Euh, Ça va t'aider dans ta com, mais là aussi, si tu n'as pas de nom tout de suite, franchement, c'est pas grave, ça viendra après. OK. Ton nom, tu peux le construire en marchant, comme les noms d'offres évoluent Mmh. aussi. Tu vas partir sur un nom au début et puis après, tu vas changer. Euh, Tout ça, en fait, le nom d'offre, la proposition de valeur, c'est euh, c'est des éléments piliers de ta newsletter, mais que tu vas construire brique par brique. Mmh. Donc, c'est hyper important quand tu as envie de tester la newsletter, de ne pas te focaliser là-dessus. Si tu en as besoin pour démarrer, OK, mais dis-toi que ça va bouger. Donc, tu peux OK. très bien partir sur un titre, sur un nom de newsletter, partir sur une proposition de valeur et te dire, OK, bah, j'y vais et puis je sais que ça évoluera derrière. Mais si tu sens que ça te bloque, vas-y sans. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a quand même quelques étapes, je sais pas, 3 étapes, totalement, «obligatoires» entre guillemets et là je fais des grosses guillemets que toi tu vois, mais je le Ouais. dis à voix haute pour les Oui. personnes qui nous écoutent, pour vraiment bien définir la stratégie de sa newsletter? Avoir des adresses mail, savoir ce que tu veux vendre, OK. écrire, respecter ton style éditorial, la façon dont tu veux écrire. Donc avoir des abonnés, bah oui, si tu n'as pas d'abonnés, tu ne peux pas envoyer Mmh. une newsletter. Là-dessus, je voudrais vraiment décomplexer tout le monde.
t'as pas besoin d'avoir 8000 abonnés pour faire tes premières ventes, hein. Moi, mes Oui. premières ventes avec ma newsletter, j'avais 30 abonnés. OK. Donc, en fait, ça va vraiment être l'adéquation d'avoir des adresses mail qualifiées, donc des Mmh. personnes vraiment intéressées par ce que tu fais ou qui peuvent te recommander derrière, avec ton offre et avec la façon dont tu le dis. Mmh. Finalement, c'est comme dans ton marketing en général. Pourquoi j'insiste vraiment sur respecter ton style éditorial? C'est parce que, alors ce que je veux dire par respecter ton style éditorial, c'est écrire de la façon la plus fidèle à, Ta personnalité? à ta personnalité, c'est ça. Mmh. Ouais, ce qu'il faut, c'est que quand une personne qui te connaît, quand elle te lit, elle t'entend dire les choses. Mmh. C'est comme ça que tu seras le plus authentique et c'est comme ça que ton message passera le mieux. Oui. Donc ça sert à rien d'adopter un discours lissé pour faire bien si c'est pas ta personnalité. Ça sert à rien, d'adopter un ton, super clivant, super pushy si tu es quelqu'un de plutôt calme, Mmh. posé et introverti. C'est hyper important parce que c'est le en fait, quand tu as un style décalé avec qui tu es, dans la perception de ton message, ça se sent. Il y a une dissonance et ça, en fait, si toi, tu es pas à l'aise avec la façon dont tu écris, en face, la personne qui va te lire, cette dissonance, elle va la sentir et Mmh. donc ton message ne passera pas ou il sera brouillé et tu seras moins efficace. Mmh. OK. Une fois qu'on a du coup défini, sa stratégie, mis en place la promesse de ce que l'on va pouvoir transmettre dans sa newsletter, un petit nom ou pas, hem, comment est-ce qu'on peut concevoir une newsletter qui mérite et qui va vraiment donner envie d'être lue? J'imagine qu'on parle de graphisme, alors comme tu l'as dit aussi, on parle de la façon d'écrire, de parler, le ton qu'on lui donne, mais peut-être que, déjà visuellement, il peut y avoir des choses, pour lesquelles il faut vraiment insister pour que la personne, quand on arrive dans sa boîte mail, l'ouvre et passe un bon moment. Ouais. Hem, alors ce qui va donner envie à la personne d'ouvrir ton mail, dans un premier temps, ça va être Mmh, ton objet de mail, et ensuite ça va être la confiance qu'elle t'accorde. Donc d'accord. dans un premier temps, c'est comme quand tu envoies un message à quelqu'un ou admettons quand tu reçois un message, si tu connais pas le numéro de téléphone, tu vas regarder d'abord Mmh, l'aperçu du message pour voir ce qu'il te raconte. Par contre, si tu connais le numéro de téléphone, si c'est une amie, bah là, tu vas l'ouvrir, sans regarder l'aperçu. En mmh. fait, c'est la même chose. Hem, L'objet de mail, ça va être un peu ta caution OK. et la personne va lire ton mail la première fois et si le contenu lui plaît, elle aura envie de lire les seconds et après le top, c'est quand tu arrives à avoir un pool de lecteurs, fidèles, Mmh. qui vont lire tes mails, sans regarder ton objet de mail. Donc OK. ça, c'était, pour la partie objet de mail. Ensuite, au niveau du design, du visuel de la newsletter, moi, je conseille toujours d'adopter quelque chose de simple, Mmh. d'épuré. Hem, Vraiment la simplicité, c'est ce qui paye, à la fois en termes de lisibilité de ton message, hem, mais aussi en termes de délivrabilité. Donc la délivrabilité de ta newsletter, c'est, hem, quand ta newsletter arrive dans la boîte de réception de Mmh. ton destinataire. Alors je vais pas faire un cours, sur la technique, pour la partie délivrabilité ici, mais il faut savoir que quand tu envoies une newsletter, ta newsletter, elle passe par plusieurs filtres avant d'arriver dans la boîte de réception. OK. Plus tu auras d'images, plus tu auras un visuel chargé et plus le passage des filtres sera compliqué. Mmh. Donc c'est pour ça que je conseille de limiter vraiment les images dans les mails et il faut vraiment que les images apportent quelque chose au mail. Mmh. Hem, moi je conseille 2 images max, OK. avec un poids, tout petit. Ensuite, au niveau des couleurs, bah, ça c'est un peu les normes des visuels, hein, de limiter, l'utilisation de plusieurs couleurs. Mmh. Tu peux garder, par exemple, si tu as la couleur dominante de ta charte graphique, tu peux l'utiliser pour mettre, en valeur les liens. Mmh. Mais à ce moment-là, les liens cliquables, la convention, à laquelle on est tous habitués, c'est que les liens cliquables soient soulignés. Donc à ce moment-là, Mmh. garde le souligné pour les liens.
Hem, Ensuite sur la partie, je sais qu'il y en a certains qui aiment bien, mettre une photo en signature de newsletter pour personnaliser un petit peu. Ça, moi, j'ai pas d'objection là-dessus. Tu peux le mettre. Moi, je sais que de temps en temps, je fais des photos un peu thématiques, tu vois, période de Noël, j'avais Mmh. changé. Voilà, ça permet aussi d'attirer de nouveau, l'œil, du lecteur sur la partie signature. OK. Pas de longueur, moyenne, c'est un peu au feeling ça? Ouais, en fait, pour ça, moi, sur la longueur, je recommande de ne pas dépasser, 2 pages d'un Word, mais 2 pages aérées, hein, tu vois? Où il y a OK. des sautes de lignes et tout, pour la longueur max. Après, en fait, faut aussi partir de soi, parce qu'on attire les personnes qui nous ressemblent. Mmh. Donc, quand tu veux créer ta newsletter ou quand tu veux changer un peu, de style de newsletter, pose-toi la question: qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que Mmh. moi j'aime pas? Par exemple, si, recevoir une newsletter, longue, ça te saoule et que tu ne la lis pas en entier, il y a de fortes chances pour que tes prospects soient dans la même situation. Mmh. Si toi, ça te pose pas de souci, de recevoir un mail avec, des paragraphes qui font des dizaines de lignes, où c'est peu aéré, où finalement toi, ça te gêne pas de lire, bah, tes prospects, ce sera la même chose. Hem, Si, toi, tu aimes recevoir des newsletters courtes avec des phrases qui font une seule ligne et des sauts de ligne à chaque Mmh. fois, bah, à ce moment-là, tu peux tester ce format-là aussi. OK. Quelle est la fréquence? Ça, c'est la grande question, qu'on Ouais, entend tout le temps. Combien de fois par, semaine, mois, c'est recommandé d'envoyer sa newsletter? ouais. Hem, Au début, j'expliquais que la newsletter, c'était un super outil pour créer du lien avec son audience. C'est difficile de créer du lien avec, quelqu'un, si tu lui écris, moins, moins de 2 fois par mois. Mmh. Donc la fréquence minimum que je recommande, après c'est aussi à adapter selon tes objectifs avec ta newsletter, tu vois? Mmh. Selon ce que tu veux faire avec. Mais si tu as vraiment un objectif, de, susciter plus d'interactions, générer plus de rendez-vous, si tu fonctionnes avec des appels découvertes, par exemple, ou générer plus de ventes. Mmh. La fréquence minimum que je conseille, moi, c'est 2 par mois et OK, si tu peux monter à une par semaine, c'est top. OK. Hem, j'ai des clients qui fonctionnent avec du mailing quotidien. Ça, on va pas se mentir, c'est assez dense Ouais. en termes de travail, mais ça fonctionne hyper bien. Par contre, faut que ce soit, adapté, faut que ça s'intègre bien à ta stratégie dans son Mmh. ensemble. Et tu vois, les entreprises qui fonctionnent avec un mailing quotidien, ils vont avoir un système d'acquisition qui va être orienté vraiment toute leur com sur les réseaux sociaux va être orienté: «Inscris-toi à ma newsletter» et Mmh. derrière, c'est dans la newsletter que tout se passe. OK. Comment est-ce qu'on définit le jour et l'heure d'envoi de sa newsletter? On commence par faire des tests. OK. Hem, En fait, ça va dépendre si tu travailles en B2B ou B2C. Mmh. Hem, à partir de là, en fait, il faut se poser la question, se dire: «OK, hem, moi, je travaille avec, par exemple, je suis, coach en reconversion professionnelle et je travaille pour des cadres qui veulent, quitter le salariat pour monter leur entreprise. À quel moment de la journée les cadres consultent leurs mails?» Mmh. Hem, mais j'ai le cas d'une cliente où on a fait le test, en fait, elle a envoyé ses mails en testant plusieurs jours, plusieurs heures OK. et on s'est rendu compte que, là où elle avait le plus, d'interactions, c'est quand elle écrivait le week-end. Parce OK. que les personnes auxquelles elle écrivait, étaient certes, des cadres, mais elles lisaient les mails que ma cliente leur envoyait sur leur temps perso et donc elle lisait les mails le week-end. Les mails qui concernaient, qui concernaient ma cliente, elle les lisait le week-end. Donc OK. c'est, tu vois, tu pars d'une première tendance, OK, je sais que, mon audience, lit les mails, plutôt à telle période de la journée, qu'elle va être, réceptive aux messages qu'elle reçoit,
plutôt tel jour de la semaine. Donc je vais tester ça. Et ensuite, en fait, moi, je recommande au début de tester plusieurs jours, plusieurs heures. Après, tu as une autre technique qui va être de dire, bah, moi, je m'engage à ce que mon mail, il soit envoyé tout le temps, le même jour, la même Mmh. heure. Et ça te fait aussi une routine d'engagement par rapport à Oui. toi, tu vois, pour être sûr de toujours envoyer ton mail. OK. Comment est-ce qu'on incite les gens à s'inscrire à sa newsletter? Parce qu'une fois qu'on a une super stratégie, qu'on a une super promesse, qu'on a défini le jour, l'heure, la date, tout ça, faut qu'il y ait du monde, comme tu l'as dit. Il faut qu'on arrive à avoir des abonnés à l'intérieur. Ouais. La première des choses à faire, c'est d'en parler, Mmh. d'avoir, Évidemment. d'avoir une page d'inscription où les gens vont pouvoir laisser leur mail. Ça, tu peux le faire de façon très simple, et de donner de la visibilité à cette page-là. Donc si tu as un site internet, de créer un accès sur ton site, que ce soit visible dès la page d'accueil, de mettre le lien d'inscription sur tes réseaux sociaux. Tu peux le faire dans ta signature de mail aussi. Mmh. Hem, donc ça, c'est des idées toutes simples, que tu peux mettre en place. Ça va être aussi, ce que tu peux faire, c'est, si tu utilises les réseaux sociaux pour te faire connaître, de prévoir dans ton calendrier édito, de temps en temps, des publications où tu vas parler uniquement de ta newsletter pour donner envie de s'y inscrire. Tu peux faire des teasings aussi. Par exemple, tu fais une story où tu montres que tu es en train de préparer ta newsletter et tu dis de quoi tu vas parler, tu joues un petit peu sur la curiosité et tu donnes le lien d'inscription. Mmh. Sur LinkedIn, ce qui se fait aussi, c'est, tu fais ta publication et puis en commentaire, par exemple, ça va être, bah, pour recevoir, plus de conseils, sur le sujet, tac, 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 inscris-toi à ma newsletter ou inscris-toi à, tu donnes le nom de ta newsletter et là, tu mets le lien. Ça fonctionne bien pour récupérer des gens qui sont, inscrits et Mmh. qui font partie de tes abonnés sur les réseaux sociaux pour les récupérer dans ta newsletter. Et après, tu peux, également organiser des événements, gratuits ou pas, Mmh. heu, qui vont, heu, qui vont te servir à renouveler ta liste d'abonnés, à faire rentrer de nouvelles personnes. Ça va être, comme exemple, je peux donner, Alexandra Martel avec le Mmh. festival, web de la création de contenu. Oui. C'est dans cet ordre-là le nom. Elle organise ça, en juillet ou en août. C'est entièrement gratuit, mais du coup, bah, quand tu t'inscris, tu sais que tu vas recevoir sa newsletter derrière. Ça Mmh. lui permet, elle, d'enregistrer plus d'abonnés. Oui, ou comme aussi ce qu'on appelle un lead magnet, donc un Oui. cadeau gratuit, un freebie, quelque chose, que l'on offre en échange d'une adresse mail, alors peu importe. Alors j'ai pas envie de dire des e-books parce que le e-book, faut le bannir, mais ça peut être, un challenge par mail, une mini formation accessible, une vidéo exclusive, un audio exclusif, un workbook, bref, autant d'idées, qu'il est possible d'en avoir. Évitez le e-book, c'est bon, ça c'est dépassé depuis Oui. 2002 là, c'est bon, on arrête. Mais effectivement, ça aide aussi à capturer du mail. Ouais, et ça te donne aussi un premier aperçu de comment c'est, travailler avec toi. Tu vois, Oui, ce que tu proposes, ta façon de travailler, ta méthode de travail, et ça, c'est un super outil, le lead magnet, mmh, pour récupérer de nouveaux abonnés. totalement. Alors une fois qu'on a du monde dans sa newsletter, qu'on envoie de façon régulière, du contenu, d'extrême qualité, dans ses mails, il faut quand même regarder quelques indicateurs pour s'assurer que, bah, ça fonctionne, qu'on est sur la bonne voie, que c'est apprécié et cetera. Quels sont les indicateurs justement, qu'il faut regarder, observer, noter? Oui. Le premier indicateur, notamment quand tu démarres ta newsletter, ça va être le taux de délivrabilité. Le taux de délivrabilité, c'est le pourcentage d'abonnés qui ont bien reçu, ton mail. Mmh. Ce taux de délivrabilité, il sera jamais à 100 parce qu'il y a toujours, tu perds toujours, quelques personnes en cours de route, mais c'est pas figé. Mmh. Par contre, s'il est en dessous de, 99, là, ça veut dire qu'il y a, d'un point de vue technique, il y a quelque chose à corriger sur ton outil. OK.
souvent, le taux de délivrabilité, il est à 99,97%. OK. On n'atteint jamais le 100%. Ensuite, ça, c'est quand tu démarres. Après, OK. voilà, une fois quand tu vois que ton taux de délivrabilité est bon, tu n'as plus besoin de le surveiller, ça roule. Ensuite, le premier indicateur à observer, c'est le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, euh, c'est, il est, alors, il est mesuré avec ton objet de mail. En fait, OK. c'est ton objet de mail qui va donner envie d'ouvrir ton mail ou Mmh. pas. Donc ça donne aussi un indice de est-ce que tu arrives à donner envie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur et quelle est la confiance que t'accordes tes abonnés. Est-ce qu'ils ont envie de lire ce que toi tu leur envoies? Le taux d'ouverture, je sais que certains le considèrent comme une vanity metric, c'est un peu comme les Mmh. likes sur les réseaux sociaux. Alors moi j'ai un avis qui est un petit peu différent parce que tu peux pas travailler sur le contenu de ton mail si ton mail il est jamais ouvert, tu vois. Mmh. C'est pas du tout encourageant C'est d'aborder les sûr. choses dans ce sens-là. Donc moi, je commence toujours par travailler sur les objets de mail ou par aider à retravailler sur les objets de mail. Mmh. Le troisième indicateur, ça va être ton taux de clic. Mmh. Quand tu envoies des liens cliquables dans ton corps de texte, dans ta newsletter, Mmh. quel est le pourcentage des personnes qui cliquent sur tes liens? Ça te donne un indice sur est-ce que tu arrives à rendre ton contenu impactant? Est-ce que tu arrives à donner envie aux gens d'en savoir plus, de consulter ce que tu leur envoies? Si ton taux de clic est faible, ça veut dire qu'il faut que tu retravailles un petit peu le contenu. Mmh. Ça peut aussi vouloir dire que les liens que tu envoies n'intéressent pas, soit dans le contenu, soit dans la forme. OK. Par exemple, si tu as l'habitude d'envoyer des liens vers des articles de blog et que tu vois que les gens ne les consultent pas, Mmh. la première chose à faire, c'est de regarder si ton texte est long ou pas. Le texte de ta newsletter, je parle. S'il est long, essaie de le raccourcir. Mmh. Euh, Comment tu mets en valeur ton lien? Comment tu l'introduis? Là, qu'est-ce que tu peux changer? Et tu peux aussi varier les formats pour voir. Bah, au lieu d'envoyer un article, envoie une vidéo pour voir si les gens sont plus réceptifs. Mmh. Donc finalement, tu vois, t'as pas, je peux pas te dire la solution c'est ça. En fait, il faut vraiment passer par une phase de test Mmh. pour un peu comme quand tu construis ton offre où tu as besoin de sonder un peu tes abonnés. Et le dernier indicateur à regarder, non, l'avant-dernier, l'avant-dernier, c'est ton taux de désabonnement. Ça, OK. c'est pas, voilà, faut pas être trop figé dessus. C'est normal qu'il y ait des gens qui se désabonnent au fur et à mesure, et c'est mieux pour toi parce que voilà, les personnes qui ne sont plus intéressées, bah, elles se désabonnent et c'est très bien. Comme ça, tu ne gardes que les plus intéressés. Donc, faut pas être bloqué là-dessus. Par contre, si tu vois que un jour, tu as beaucoup plus de désabonnés qu'avant, c'est qu'il s'est passé Il y a quelque un chose. Donc truc. là, Mmh. pareil, ouais, va regarder. Et enfin, le dernier indicateur, bien sûr, c'est le nombre de ventes. Nombre de Mmh. ventes, nombre de rendez-vous découvertes Mmh. que tu génères par mois avec ta newsletter. OK. Trop bien, merci. J'imagine qu'il y a pas de pourcentage moyen parce que tout dépend de, la taille de l'audience, tout dépend aussi du nombre d'envois de mails, tout dépend plein de choses, en fait. Oui, c'est ça. Alors, en fait, tu vas trouver des chiffres moyens qui vont être faits sur des études, enfin pas lors d'études statistiques. Mmh. Tu vois, globalement, dans notre secteur d'activité, quand tu es sur du conseil, des activités de conseil, on va te dire que le taux d'ouverture moyen, c'est 20%. Le taux de clic, il me semble qu'il est à 1,5%. OK. Ça, c'est des moyennes. Et en fait, souvent, ces études statistiques, elles sont réalisées sur des entreprises qui ont une grosse base de données Mmh. à plusieurs dizaines de milliers d'adresses mail. OK. Donc, en fait, ça te donne un chiffre de référence, on va dire ton seuil minimal. Mais bien sûr, après, faut pas se contenter d'être à 20% d'ouverture, hein. Moi, j'essaie toujours d'aller chercher au minimum les 30%, toujours selon la taille
la taille de la base de données. Mais c'est normal, en fait, de pas être à 100% d'ouverture. C'est normal. Mais en fait, selon ton secteur d'activité, selon ta taille la taille de ta mailing list, selon ce que tu vends aussi, tu vas te fixer des objectifs à atteindre. L'idée, c'est bien sûr que ton mail soit le plus lu possible et ensuite que les gens te contactent. Ok. On a vu plein de choses, mais avant de se diriger tout doucement vers la fin, est-ce qu'il y a quand même une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Et évidemment, si tel est le cas, il va falloir y répondre. Mmh, écoute, pour moi, on a abordé l'essentiel. Mhm. Ouais, les points les plus importants, on les a abordés ensemble. Ok. Si on veut aller plus loin dans le sujet, où est-ce qu'on te retrouve essentiellement? Alors, tu me retrouves sur LinkedIn, Mhm. tu me retrouves sur Instagram et tu peux aussi t'abonner à ma newsletter, bien sûr. J'aurais été étonnée que tu ne le proposes pas. Ouais, et après, tu peux me retrouver sur mon site. Je pense que tu mettras les liens Oui, en à la description de fin. l'épisode. Ouais. Oui, je fais bien mon travail. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup. Toutes les informations de Marion seront donc en description de cet épisode. Merci beaucoup, Marion, pour cet épisode. C'était trop bien. J'ai passé un agréable moment avec toi. Tu reviens quand tu veux parce que tu as Avec plein de plaisir. cordes à ton arc et que voilà, la porte est grande ouverte. Quand tu veux, tu reviens. Super, avec plaisir, Justine. À très bientôt, Marion. Bye Ouais, à bye. bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!